et elles doivent changer par la responsabilisation de tout un chacun. Ce n'est pas une affaire de certains et ce n'est pas une affaire des auto-exclusions. Ah, ce sont les choses du PDG, laissez le PDG, mais laissez le PDG, les indispensables sont dans les cimetières. Le PDG fera comme il peut, comme il veut. Et donc, vous serez là pour commenter l'actualité du PDG. Ce n'est pas ce que j'appelle l'engagement politique. Et je suis très heureuse de partager ce panel avec toutes ces couleurs, avec toutes ces sensibilités, avec toutes ces femmes inspirantes que je ne connaissais pas beaucoup. Et je suis très heureuse aujourd'hui de découvrir le parcours de chacun de vous. C'est formidable. Comment se manifeste ton engagement politique au quotidien? Quelles sont les actions que tu mènes du moins? Comment vois-tu ta feuille de route en tant que jeune politique? C'est une très belle question parce que je vois les visages que je vois ici, ils m'ont dit ah Maïs, ce que tu fais sur les réseaux sociaux là, tu vas dire ça là, vive quoi. Enfin, c'est ça la manifestation de mon engagement politique. Moi, je m'inscris vraiment dans l'éducation, c'est-à-dire la formation. Je pense que le citoyen informé est le citoyen le plus outillé à justement comprendre quels sont ses droits et ses devoirs pour pouvoir justement agir au sein de la société. Mon travail au quotidien, c'est me former. Je me forme beaucoup, j'assiste à beaucoup de conférences, à beaucoup de panels, à beaucoup de programmes. Voilà. Et je me dis, j'ai une politique de relais que je suis. Je me forme et je transmets. C'est ce que je fais avec les jeunes qui me suivent sur ma page Facebook. Parce que mon engagement a d'abord été pratique au quotidien, comme l'a dit Marlène, on faisait l'engagement de la politique de proximité, aller faire des porte-à-porte, sensibiliser, expliquer. Mais vu que l'ensemble des jeunes maintenant, des téléphones portables, des ordinateurs, et une connexion, Wi-Fi, pas Wi-Fi, mais je sais que les jeunes sont tous sur les réseaux sociaux. Moi, ce que j'aime faire, c'est écrire. J'aime vraiment écrire tout ce qui me passe par la tête et surtout donner mes positions politiques. Et des fois, positions très citoyennes. Il faut vraiment faire la part des choses. Elle ça l'a rappelé, elle me le rappelle tout le temps, tous les jours, aujourd'hui d'ailleurs. Mais il faut qu'on comprenne que l'engagement collectif, le bien collectif que nous avons tous comme la République gabonaise, devrait aller au-delà des positions partisanes. Du coup, je m'inscris beaucoup plus dans un engagement citoyen en informant tout le monde, parti confondu, parti politique confondu, et je donne une position objective, ce que dit la loi, ce qui doit être et ce qui n'est pas. Et chacun tire les conclusions. Mon travail quotidien. J'ai travaillé avec elle lorsqu'elle était encore au niveau des femmes. Voilà, des PDG, avant que je sois secrétaire général de l'UNI. Et je parle de ces femmes-là, ça m'a permis de faire un sondage pendant les élections. J'ai eu l'opportunité d'écouter les femmes, j'étais avec eux assises pendant les causeries. Ça m'a permis de voir est-ce que les femmes dans le deuxième arrondissement, est-ce qu'elles font la politique. Je parle ici de cette femme-là, la femme commerçante, mais qui ignore qu'elle a semblé. Il y a d'autres, quand je les ai écoutées, elles aspirent à la politique. Mais la circonscription dans laquelle elles sont, parce qu'elles ont toujours une image, vous voyez, une image de ceux-là qui sont déjà devant, ou ceux-là qui ont déjà une position. En fait, elles ont peur. Voilà, elles ont peur. Donc moi, pendant l'élection législative, pendant que je battais campagne, en même temps que je présentais mon association, Femmes pour ton identité, qui a pour but de transformer la mentalité de la femme, afin que celle-ci parvienne à la connaissance de son identité pour exercer un leadership dans les domaines politiques, économiques, sociaux et culturels. Donc je faisais aussi passer mon message, pour dire à ces jeunes femmes-là, même celles qui n'ont pas, je voulais que les femmes se retrouvent devant moi, je dis que je suis une femme au foyer. Ouais, la peur de se présenter en politique en étant mariée, est-ce que mon mari permettra? Je suis autodidacte, donc j'ai en 2018, je n'avais pas cet âge-là. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs femmes dans cette circonscription qui avaient des peurs. Pour passer bien. Non, je ne peux pas me présenter à l'élection législative. Non, moi je ne peux pas parce que ce siège-là, attendez, qui va me voter? Vous voyez? Donc je ne peux pas faire de cette classe de femmes que j'ai déjà vues. Je parle de ceux-là qui sont en arrière. Et quand vous regardez comment le travail que j'ai fait au niveau de la circonscription, il serait dur de voir des femmes qui sont nées, parce que moi je suis née dans le premier arrondissement. Je suis née derrière l'Assemblée, donc j'avais déjà je connaissais déjà beaucoup de personnes. Mais il n'y a pas beaucoup dans l'arrondissement d'autres femmes
qui pourrait oser se présenter à une élection législative? Mon plus grand challenge de tout mon parcours de femme politique n'a pas beaucoup s'attendre à ce que je parle de ma participation à l'élection présidentielle. Ceux qui me suivent savent que j'ai été en 2016 la porte-parole de Jean Claude. En 2018, j'ai été candidate aux élections législatives à Névelé. Comme elle, sur 10 candidats, je suis venue deuxième. J'ai même dépassé les scores pour ma caution. Pour tout vous dire, mon plus gros challenge a été de défendre la République lorsque le président de la République a eu son décès. Vous savez, au-delà des considérations partisanes, il y a des choses qu'on a en commun, et ça ne se négocie pas. Elle a écrit son livre « La République, c'est moi ». En fait, la République, c'est moi. Mon plus grand challenge a été, donc, à cette période-là, de mettre en œuvre l'article 1er, alinéa 21 de la Constitution gabonaise, selon lequel c'est un devoir pour chaque citoyen de protéger la République. Et on le fait de le dire, la République a été en danger à cette période. Et il fallait que les gens aient le courage de se lever et d'interroger les institutions. Nous avons éprouvé toutes les institutions. Quand on revenait de quelque part et qu'on rentrait chez nous, à cette époque, Maïmouna et moi, on vivait ensemble, je disais souvent, bon, l'école de m'arrêter tout à l'heure à 4 heures du matin, je dormais déjà avec mon jean, ma basket. Si on vient casser la porte, ne voulez pas vous bastonner. C'est mon problème, j'assume. J'ai dit, vous me laissez seulement partir, ne faites rien. Et ça a été mon plus grand challenge, je vous assure. C'était mon plus grand challenge parce qu'à cette période, il n'y avait pas d'enjeu électoral. On pourrait se dire, ah, ils font ça parce qu'ils veulent être candidats. Il n'y avait pas d'enjeu. Parce que malheureusement ou heureusement, c'est selon vous, on a limité l'homme politique aux élections. On a pensé qu'on s'engage en politique parce qu'on veut venir se livrer au suffrage. Oui, ça rentre dans notre parcours. Mais voyez-vous, l'élection, désormais, au Gabon, c'est tous les 5 ans. Donc, si vous limitez mon engagement seulement à une élection, c'est que de 2018, donc la dernière élection, jusqu'à maintenant, je n'ai pas d'existence. C'est pas ça l'engagement politique. Mais finalement, vous avez dormi en pantalon, ça va. Oui, bon, non, c'est bon. C'est bon. Après, il y a aussi autre chose, et Maïmouna n'a peut-être pas dit, et Marlène l'a dit. On est, je ne sais pas pour complexer les noms juristes, mais l'avantage de faire la politique quand même, les droits, c'est que tu connais tes droits, tu connais tes devoirs, tu connais tes limites. Ouais. Beaucoup me disent, oui, toi, il y a une nouvelle infraction au Gabon, atteinte à l'honneur du chef de l'État. On ne peut jamais m'arrêter pour ça. Parce que je sais ce que la loi dit à ce sujet. Je sais ce que la loi dit pour contourner l'atteinte à l'honneur du chef de l'État. Et c'est pour ça que nous, je pense que la question va suivre. Quels sont les mécanismes? Un des mécanismes que nous, on veut dans notre parti, c'est informer les jeunes sur les limites à ne pas franchir. Le petit travail que j'ai commencé sur les réseaux sociaux. Sur les limites, c'est bien, on vient d'être des battes en guerre. Je ne veux Mais pas dire. excusez-moi, ça ne veut pas dire, si on doit vous arrêter, par exemple, il faut que votre arrestation soit stratégique pour la lutte, pour la cause pour laquelle vous battez. Je veux finir. Martin Luther King, qui est mon maître à penser, dans mon engagement, parce que pasteur, moi je suis chrétienne, juriste, moi je suis juriste, et je suis pour la non-violence. Donc c'est vraiment lui ma référence. Il disait, lors de la marche de Selma, c'est la marche qui a abouti sur le discours à Érable de Tué. Il y avait cette étape. Et puis lui voulait s'engager dès la première étape. Ses amis lui ont dit, Martin, tu sais que c'est toi le leader. Oui. La première étape, ils vont forcément arrêter les gens. Tu sais ça? Oui. La deuxième étape, quand ils vont voir qu'on est téméraire, ils vont tirer sur les gens. Oui. La troisième étape, le peuple sera affaibli. Oui. Si tu arrives
on t'arrête. Combien est fini? Le combat est fini. Si tu viens à la deuxième étape, où on va tuer les gens, le combat est fini. Si tu viens à la troisième étape, là où les gens seront affaiblis, il n'y aura pas grand monde. On va dire, mais tu es bien leader, tu n'engranges même pas du monde. Viens à partir de la quatrième, la cinquième étape, parce que toutes les caméras du monde seront désormais tournées vers celle-là. On enseigne ces mécanismes stratégiques. C'est pour ça que je suis contre le militantisme de foule, des remplissages de salles. Ça là, j'aime pas ça. J'aime qu'on s'asseye et que l'impact soit palpable. Une fois, à l'ambassade des États-Unis, on voulait inviter Maïmouna. Et qu'elle m'a appelé là-bas. Madame Nessa, pensez qu'on peut la recevoir. J'ai dit, vous l'avez reçue, c'est que vous m'avez reçue. Et ils l'ont reçue, ils étaient bien, ah oui, mais c'est carrément vous. C'est ça la loi de la multiplication. En fait, nous les chrétiens, on parle de ça. Ça l'impact. Ne formez pas des remplisseurs de salles. Ne prétendez pas avoir des personnes qui viennent juste pour accompagner. Soyez former des personnes qui soient à leur tour capables, comme le fait Manina, de transmettre le message. Merci beaucoup. Posant un plafond de verre que nous refusons de briser. Mais parce que la société de verre. Justement, c'est ce que je disais en dehors. Pourquoi certaines n'y arrivent et pas d'autres? C'est ça qui d'abord une volonté personnelle. C'est nous qui devons décider de changer la donne. Je leur disais tout à l'heure que des pays comme le Sénégal et le Rwanda, qui ont réussi à avoir un changement spectaculaire, ont plus de 50, pour la plupart, près de 40, sinon un peu plus de 50% de femmes à l'Assemblée. Pourquoi? Et pourquoi pas le Gabon? Et là, je reviens des près de Madame Gambou. Madame Gambou, d'accord. Merci pour la question. Non, pas la question. Il y a combien de femmes à l'Assemblée au Gabon? Mais attendez, Marlène. Non, elle a raison de poser la question. Alors, on est passé à la loi des 30%, mais on n'atteint pas les 30% à l'Assemblée nationale. Il y en a partout. Au Gabon, en France, partout, il y en a. Mais il y en a aussi, heureusement en France, qui sont majoritaires, de ceux-là qui sont tentés par la discussion. Et c'est dans la discussion que, finalement, on arrive dans le numéro, et on se dit, ah, finalement, je ne savais pas. Et on adhère. Donc, lever les fonds en France, c'est facile parce qu'il y a beaucoup de mécanismes qui existent. Il y a beaucoup d'engagement. Il y a des gens qui ont la facilité à donner. Alors qu'ici, je ne sais pas, je n'ai pas encore fait l'expérience. D'abord, j'en ai besoin dans pas longtemps pour mes business. Peut-être on peut lever les fonds, mais je ne sais pas si ce n'est pas entre amis, entre copains. Tu connais un tonton, qui connaît un autre tonton. Oui, il y a ma fille qui a besoin d'un peu de sous là, de faire ça. Est-ce que tu peux? Ça, oui. Mais dire que publiquement, on a envie de lever les fonds, on a un projet qui tient, on a une crédibilité qui va avec, je ne sais pas si au Gabon, on a cette possibilité de le faire. Et s'il y a des libertés de le faire, je ne sais pas. Donc pour moi, en tout cas, Elsa l'a fait. Si Elsa l'a fait, Namboudou l'a fait aussi, j'apprends, ça veut dire que c'est possible. Et Zozomela l'a fait tout aussi, ça veut dire que c'est possible. Donc on peut lever les fonds. Juste dire à nos Gabonais que s'il vous plaît, si vous avez de l'argent, et quelques Gabonais qui se permettent une expression publique, il faut les soutenir. Et je suis heureuse d'apprendre ce qu'Elsa venait de dire, qu'il y a des personnes comme ça qui peuvent vous soutenir. Moi, j'ai eu beaucoup de demandes au travers de ma page Facebook, mais je n'ai pas accédé parce que j'avais peur. Moi, j'ai peur partout où on parle d'argent. Sur ma page Facebook, il y a beaucoup de Gabonais qui sont pas en France, qui sont en France, qui m'ont appelé, qui m'ont écrit, qui m'ont dit oui, ce que tu fais tellement bien, on a envie de te soutenir. Envoie-nous un livre. Mais moi, partout on parle déjà d'argent. J'ai peur que cet argent soit justifié d'une autre manière demain et qu'on me colle une étiquette qui n'est pas ce que je suis. Donc je reste très bienveillante, je dis vraiment merci beaucoup, c'est gentil. Et puis je fuis le sujet. J'oublie la partie où on a dit comment je fais pour t'envoyer un petit quelque chose pour te soutenir. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas besoin d'argent. J'en ai besoin. Tout le monde a besoin d'argent. Mais c'est tout simplement parce que j'ai peur de tout ce que ça peut engendrer derrière. Donc, il y a des gens qui sont très généreux. Il y a des gens qui, pour les convictions qu'ils n'ont pas osé assumer ou avoir, quand ils les voient tenus par quelqu'un, ils ont juste envie de tout donner. Ma fille, il y en a qui m'appellent pour passer des heures au téléphone quand je pouvais me le permettre. Ma fille, non,
je me vois en toi. Mais la personne a 60 ans, 70 ans, 64 ans, dit, si j'avais vu ton courage, je serais comme toi. Donc, ils sont là, j'ai envie de te soutenir. Donc, on a la chance d'avoir un pays dans lequel tout est encore facile. Et la manière dont on fait la politique au Gabon, on ne peut pas la faire en France. En France, tu ne peux pas aller chez les gens pour leur parler politique. Ça n'existe pas. Les seuls endroits où on pouvait faire de la politique où tu discutes avec les gens, c'est dans les marchés, parce qu'eux, ils ont une culture de marché tous les jours. Donc, il y a un marché à tel endroit, tout le monde va là-bas ce jour-là. Donc, vous mettez aux entrées des marchés, vous donnez les prospectus, vous discutez. Formation de tout ce que nous avons partagé aujourd'hui, il ne s'agissait de parler que de formation. On parle de formation en leadership. Vous sentez que vous avez le truc, mais vous n'osez pas. Allez-y vous former en leadership. Yann l'a applaudi 1000 fois. Pour ceux qui étaient là, tout de suite, sa prise de parole a changé. Vraiment, c'était la magie. On n'a rien compris. Quand il a commencé à parler, il bégayait. Après les petits claps de main, non, il était comme si c'était transformé. Il a dit à la fin. Donc, suivez des formations en prise de parole en public, en leadership, confiance, la confiance en soi. Vous n'avez pas les moyens, allez-y voir des personnes qui peuvent vous aider. Ces personnes-là peuvent vous aider de temps en temps, 1 heure par semaine, 2 heures dans le mois. Ces personnes, en une séance parfois même, peuvent créer le déclic en vous. Aujourd'hui, il existe plusieurs types de formations. Vous ne les avez pas livrées, allez-y en ligne. Comment lever des fonds? Ça ne se fait peut-être pas livrer, mais ça se fait maintenant. Moi, quand j'ai créé la plateforme, je remercie Dieu parce que je ne voulais pas m'enfermer derrière une personne. C'était ma vision et je voulais avoir cette liberté de travailler avec qui je voulais. Et c'est la liberté de lever le fonds aussi. Tu parles, tu n'as pas, tu peux aller voir 1000 personnes. Quand tu es ancré derrière une personne, tu n'as pas fait cette liberté. C'est clair. Donc, si à l'étranger, la levée de fonds existe, osez, vous aussi osez. Moi, ma nièce, elle a créé avec ma cousine Aïkobi. Elles ont commencé par la levée de fonds. Elles nous ont d'abord tout appelé. Ah oui, on veut créer concevoir un livre Aïkobi. Mais c'est quoi encore cette histoire? Ma fille, pour ceux qui ont le livre Aïkobi, le livre de comptines, ma fille a la voix d'Ayo dans ce livre-là, dans les comptines audio. On a fait la voix employée. Elles ont voulu concevoir les livres. Elles ont fait participer tous les membres de la famille. Elles ne se sont pas limitées à ça. Elles sont allées sur le YouTube, je sais pas quel truc de cagnotte. Elles ont créé leur compte et aujourd'hui, Aïkobi existe pour ceux qui suivent Aïkobi en ligne. C'est un livre de comptines gabonaise. On a le livre avec les paroles en plusieurs langues gabonaises. Et c'est Annie Fleur Bachini qui chante les comptines en audio avec la voix de certains enfants qui interviennent dans des parties clés. Mais ça, ce sont deux Gabonaises qui se sont levées et qui ont dit, bon, on va créer cette œuvre-là. Elles ont levé des fonds. Vous aussi, vous pouvez le faire. Nous avons les plaidoyers, les techniques de plaidoyer. Vous allez aller en campagne sur le terrain. Comment je peux captiver l'attention de mon public? Ça aussi, ça se travaille. Vous avez fait des discours, il y a des gens mariés, elles font des discours. Vous allez voir les gens comme Marie, je vais écrire un discours, aide-moi. Elle est parfaite pour l'écriture des discours, elle va vous aider. Vous avez des personnes qui sauront vous donner des mots-clés pour impacter selon le secteur. Nous sommes à Libreville. On vous demande d'aller vous présenter à Ndéndé. Vous pensez les problèmes de Ndéndé sur les centres de Libreville? Non! Je vais à Ndéndé, je vois 2-3 sages, 2-3 femmes qui connaissent le terrain. Ma fille, c'est quoi? Quand tu viens ici, si tu veux qu'on t'écoute là, voilà ce que tu dois dire, tu vas parler de ça, voilà ce qui va t'intéresser. Ne viens pas avec ton mouvement de Libreville, je connais, tu ne sais rien. Déjà, le premier pouvoir, c'est de reconnaître qu'on ne sait rien pour avoir les dispositions qui vont nous emmener à vouloir apprendre. Donc, voilà un peu ce que moi je voulais partager avec vous. Je vais laisser la parole aux autres panélistes. Si elles veulent peut-être répondre, je vais essayer. Par rapport à la première question sur les enfants, je ne sais pas, pour ceux qui me suivent, j'ai partagé un bout de vidéo et j'en ai tellement, mais je n'ai pas eu le temps de les partager. J'ai fait campagne avec mon fils qui a 8 ans aujourd'hui pour ma campagne. Je suis allée un dimanche dans un marché avec lui. Je lui ai donné les prospectus qu'il distribuait et puis il demandait aux gens de voter Macron et c'était pour, je pense, le deuxième tour. Si vous ne voulez pas qu'il y ait la guerre, voilà, il faut voter Macron. Des petits mots en fait qu'on dit tous les jours. Pourquoi? Parce qu'à la maison, on parle de politique tous les jours. Même s'il est parfois loin, mais il entend. Et donc ça l'intéresse.
connaît un peu, il est déjà un peu dans le monde politique. Mais pourquoi institutionnellement on ne peut pas mettre vraiment des choses, on n'a pas le droit de mettre les choses en place? C'est un peu comme les histoires de religion, c'est de la responsabilité des parents. Nous n'avons pas la responsabilité de venir dire à nos enfants de faire de la politique ou de les engager en politique, parce que la politique est une question de discernement. Et la construction du discernement se fait à cet âge-là. Quand les enfants sont encore sur le banc d'école, c'est pour cela qu'à l'école, on interdit de parler de religion, sauf dans les écoles professionnelles, de parler de religion, de parler de, comment dire, de politique. Parce que nous sommes dans une année électorale. On parle de la loi des 30% de jeunes et de femmes à l'Assemblée. Nous avons une proposition de loi sur la table qui vise justement à avoir une égalité 50-50 auprès des chambres, auprès du Parlement. Et là, nous nous sommes dit qu'il fallait que nous participions d'abord au renforcement de capacité de ces jeunes et de ces femmes qui pourraient être inspirées pour certaines ou pour certains, qui ne savent même pas qu'ils peuvent être les leaders de demain, qui peuvent être ces potentiels que nous pouvons avoir au niveau du Parlement pour représenter la Chambre des peuples. Mais pour cela, il faut détecter ces talents, il faut les former, il faut les encadrer, il faut leur donner les mécanismes nécessaires, les outiller pour qu'ils puissent être prêts au moment où on fera appel à eux.